Merci beaucoup à tous de me donner cette occasion de vous présenter mes résultats. Donc, nous avons, comme vous le savez, évalué la capacité de production et d'adaptation de deux races de chèvres différentes face au stress thermique sur la base des différences dans les traits phénotypiques et génotypiques. Elle a été déroulée grâce à l'Institut national de la nutrition et de la physiologie animale au Bangalore et également soutenue par le CIRAD, l'organisme français. Nous avons pris pour cible deux races indigènes de chèvres. Comme vous le savez, les chèvres sont une des espèces de bétail les plus courantes et les plus résilientes en Inde. Et nous avons tenu à choisir cette espèce. Comme c'est la plus courante et la plus résiliente aujourd'hui, nous avions pour objectif de montrer leur capacité à résister et à tolérer le stress thermique. Voici une liste exhaustive de nos objectifs pendant le projet. Nous avons voulu évaluer les conditions météorologiques et planifier l'indice THI et HLI dans les zones d'études. Le deuxième objectif était étudier l'impact du stress thermique sur la croissance du bétail et leur production de viande des deux races de chèvres indigènes. Troisièmement, étudier l'impact du stress thermique sur les capacités d'adaptation de ces deux races. Nous avions en tête que la chèvre était une des races les plus résilientes en termes de bétail, mais il nous fallait nous mettre les bouchées doubles pour prouver que cette résilience était effective. Donc, on a comparé les profils de transcription des espèces en conditions normales et en conditions de stress thermique afin d'identifier les gènes qui étaient impliqués dans la thermotolérance. La suite logique était de caractériser ces nouveaux gènes qui ont été mis en œuvre dans l'adaptation au stress thermique. Et enfin, nous avons analysé des données relatives à l'expression des gènes à partir des indices THI et HLI afin d'identifier les gènes qui étaient donc mis en œuvre et les différents phénotypes associés au stress thermique. Nous avons, pour ce dernier objectif, travaillé avec une méthode d'analyse d'association à partir des deux indices THI et HLI. Comme vous voyez, ce travail était vraiment très large et très approfondi. Mais vous allez voir aussi que nos résultats sont très probants et donc on est ravis des conclusions et vous allez voir que les variables et les différentes données qui ont été analysées ont été très larges, très vastes. Donc, j'ai essayé de m'en tenir aux résultats les plus probants. Voici les deux races donc, de chèvres que nous avons étudiées, Nandi Durga et Bidri. Les deux sont originaires de la région sud de l'Inde. Vous voyez à gauche la race Nandi Durga est quasiment exclusivement blanche, avec juste peut-être quelques petites pointes de noir. On a choisi ces deux races-là pour avoir vraiment deux différences très contrastées de comportement. Donc, comme je l'ai déjà mentionné, nous étions partis du principe que ces deux espèces, et la chèvre plus globalement, est déjà connue pour sa résilience. Et c'est vraiment le bétail le plus courant, le plus utilisé pour des raisons économiques aussi. Et c'est pour ça qu'on s'est centré sur ces deux espèces précises. Voici l'infrastructure que nous avions mise en place, une chambre climatique. Nous avions installé tout un système de chauffage et d'humidité à l'intérieur de la chambre pour pouvoir reproduire les conditions de stress thermique que nous voulions. Vous voyez à gauche de l'image, c'est la zone de contrôle, disons les conditions normales, et à droite, c'était la chambre chauffée. Donc, nous avions réparti les animaux en différents groupes et l'un des groupes était donc soumis à ce stress thermique. Nous avions fait en sorte de séparer les quatre groupes pour créer des zones de confinement, et ce qui a également aussi participé au stress thermique. Voici la conception technique de notre projet. Vous pouvez voir que nous avions séparé donc la cohorte en quatre groupes différents. Le premier était un groupe de 6 individus, c'était un groupe contrôle, vous voyez, de Nandi Durga NC pour Nandi Durga Control. L'espèce Bidri était aussi séparée en deux groupes, BC pour le groupe contrôle et puis HAS pour le groupe qui était soumis au stress thermique. Donc vous voyez, NC et BC sont les deux groupes contrôle et les groupes HS, donc NDHS et BHS étaient les deux groupes dans les chambres chauffées de 10 heures à 16 heures. Donc pendant 6 heures, la chambre était chauffée. Donc j'expliquerai ce qui est le modèle le modèle de simulation de stress thermique que nous avons adopté. Mais vous voyez ici la corrélation avec nos 6 objectifs.
Vous voyez les numéros qui apparaissent sur la diapositive. Pour le premier objectif, nous avons fixé des variables météorologiques et nous avons travaillé à partir de l'index THI. Pour le deuxième objectif, nous avons analysé les traits qualitatifs, les aspects qualitatifs de la production de la viande qui était produite. Pour le troisième objectif, nous avons étudié les aspects hormonaux et physiologiques en fonction du comportement des deux races. Et ensuite, nous sommes penchés sur la méthylation de l'ADN et sur l'analyse des microbes du rumen. Le quatrième objectif était centré sur les expressions des gènes en fonction du stress qui était soumis aux deux espèces. Le cinquième objectif, c'était la caractérisation du gène. Et le sixième objectif, c'était donc de mettre au point un profil génotypique et phénotypique à partir des différentes analyses entre THI et phénotype-génotype. Donc, nous avions en premier objectif d'évaluer les conditions météorologiques locales, disons les conditions environnementales, et planifier les deux indices THI, HLI dans les deux zones d'étude. Vous voyez sur la diapositive suivante que nous avions mis en place un modèle de stress thermique. Vous voyez donc la température moyenne de la salle entre 10 heures et 16 heures. Donc, nous avons placé le groupe de la chambre chauffée et en augmentant la température progressivement. C'est sur ce créneau horaire-là que nous avons les conditions les plus probantes de stress thermique. Vous voyez la progression de température jusqu'à 38 degrés 8, jusqu'à 40 degrés à 14 heures. Et vous voyez que au fur et à mesure que nous avons augmenté la température, il nous fallait aussi prévoir un temps de stabilisation de la température. Donc, la température maximale qui a été atteinte à 14 heures de 40 degrés a mis un certain temps à être stabilisée. Puis, nous avons ensuite dû diminuer progressivement la température de la salle de nouveau afin que les individus puissent adapter également leur comportement à l'environnement qui leur était proposé. L'avantage de ce modèle de simulation qui est plutôt progressif, c'est qu'il reproduit le modèle de stress thermique qui est présent dans l'environnement en conditions naturelles. Dans de nombreuses autres études, il est montré que dans certaines conditions artificielles, on fait monter la température jusqu'à 42 degrés, mais à vrai dire, ce ne sont pas des conditions environnementales qu'on trouve en conditions réelles. Donc, nous avons tenu à limiter l'augmentation de la température, car 40 degrés, finalement, ça représente la température saisonnière en été. Et donc, c'était pour nous un moyen d'utiliser cette condition réelle ici sur un domaine d'études. Vous voyez sur les différentes relevés de température ici, la température de thermomètre mouillé, thermomètre sec, température maximale, température minimale, humidité relative. Sur la diapositive suivante, vous voyez l'index d'humidité et de température qu'on appelle THI, dont la valeur constante de THI est calculée à partir d'une formule constante. Nous avons vu à partir du modèle exposé par McDowell que ces différents index THI étaient variables entre 70 et 95. Vous voyez que au-dessus de 78, il s'agit d'une situation de détresse pour les individus analysés. Pour un THI compris entre 75 et 78, il s'agit d'une situation de stress. Et pour un THI inférieur à 72, il s'agit d'une situation de confort. Vous voyez la différence entre les relevés du matin en bleu et de l'après-midi en rouge. Vous voyez que dans la chambre de contrôle, la chambre à conditions normales, le THI ne dépasse pas 72. On reste à 70,92 ou 71,85. En revanche, sur la partie droite du diagramme, sur la partie donc dans la chambre chauffée, vous voyez que le matin, on était à 70,1 d'index et l'après-midi, c'est monté jusqu'à 95,62. Donc, si on reprend le modèle de McDowell, sur toute donnée supérieure à 78, on est dans une situation de détresse extrême, grand de stress avancé. Nous voyons ici que sur les deux groupes qui étaient en chambre chauffée, que ce soit Nanditolga ou Bidri, les deux espèces ont témoigné d'un stress thermique fort.
Il y a eu une légère différence entre les deux espèces. Bidri était un petit peu inférieur à Nandi Durga. Je parlerai de la production, de la qualité de la viande produite plutôt en fin de présentation, car nous avons vraiment des résultats très concluants. Donc, je vais juste parler dans le deuxième objectif, l'impact du stress thermique sur la croissance des individus. Je vais juste donc aborder cet aspect ici. Donc, nous avons vu que le stress extrême qui était soumis aux animaux, nous avions pour hypothèse que les animaux allaient perdre du poids. Et finalement, vous voyez sur ce diagramme que les modifications sur le poids total étaient finalement supérieures. Chaque groupe témoin a pris près d'1 kilo ou la moitié d'1 kilo. C'est en ce sens aussi qu'on prouve leur résilience. Vous voyez que dans une situation de stress extrême, elles arrivent non seulement à maintenir leur poids, mais en plus à prendre un petit peu de poids, même si c'est moins que dans les groupes témoins. Vous voyez que le groupe contrôle BC et le groupe contrôle NC, on s'attendait à les voir prendre davantage de poids. Finalement, nous, on se rend compte qu'avec un niveau minimum de stress, un stress modéré, les individus arrivent ça agit finalement comme un stimuli et les individus arrivent à réagir de manière constante et résiliente face à ce stress. Alors, sur le troisième facteur, le BSC, sur les conditions, Body Condition Score. Donc là, il s'agit plutôt de maintenir les mécanismes fonctionnels du corps, à savoir notamment la respiration. Donc vous voyez que ces mécanismes naturels ont été maintenus, ces mécanismes fonctionnels ont été maintenus pour pouvoir mener à bien les fonctions naturelles du corps. Les deux données qui suivent sont au regard des hormones de croissance, puis nous avons la myostatine, la leptine et la calpastatine. Vous voyez ici sur la race Bidri, la leptine et la calpastatine ont largement augmenté, la myostatine également. Pour ces trois gènes, on a vraiment une forte augmentation par rapport au groupe contrôle sur la race Bidri. À partir d'une analyse moléculaire, on a pu comprendre pourquoi sur cette race précisément, il y avait une forte augmentation. Et vous voyez aussi que sur le score BCS qui était légèrement inférieur, on est à 2,2, alors que les scores de myostatine, leptine et calpastatine étaient largement plus élevés sur cette race Bidri. Donc, vous voyez aussi que plus la période de stress thermique est longue et plus les réponses moléculaires et génétiques étaient probantes. Pour le troisième objectif, nous avons pu générer des données vraiment très concluantes sur les capacités d'adaptation des deux races. Donc, vous voyez sur les différences comportementales face au stress thermique. Donc là, c'est le feed intake sur le premier facteur FI. Donc, c'est l'alimentation de l'individu. Donc, vous voyez qu'en réponse adaptative à un stress, l'animal fait en sorte de manger moins et de manger moins rapidement afin de produire une température du corps qui reste modérée. Vous voyez sur les deux données suivantes, ST et LT, qui sont donc les temps, les durées que l'animal passe debout ou allongé, couché. Vous voyez que sur les deux conditions de chambre chauffée, les temps passés allongés sont bien supérieurs comparés aux deux temps ST qui représentent les temps debout sur les groupes contrôle. La fréquence d'hydratation est bien plus importante sur les deux groupes qui ont été soumis à la chambre chauffée. Et on est sur le même constat sur les fréquences de miction. Vous voyez que les variations n'ont pas été trop probantes pour le dernier relevé. Pour ces deux espèces, les différences n'ont pas été très flagrantes entre la race Bidri et la race Nandi Durga. C'est sans doute pourquoi ça explique le gain de poids qui a été très modéré. Nous voyons ici les différences physiologiques des deux races. Vous voyez ici que la différence est assez probante entre la chambre chauffée NHS pour la Nodi Durga et le groupe contrôle de 28.
Même constat sur BHS et le groupe contrôle BC entre 107 et 23. Donc, le stress thermique a provoqué une fréquence respiratoire accrue. Vous voyez que sur le deuxième résultat de température rectale, on a une augmentation modérée entre le groupe témoin et la chambre chauffée. Également sur la fréquence d'allaitement, nous avons une différence saillante entre les deux groupes. J'en arrive au facteur HSP70, où la différence n'est pas si flagrante entre les deux comparé à HSP27, qui, lui, s'attaque plutôt à la réparation des tissus, qui est une donnée, qui est une fonction vitale pour l'individu. Vous voyez que ici, sur le groupe de Nandi Durga dans une salle chauffée, ça c'est le HSP27 s'élève à 4,16, ce qui est flagrant sur la continuité de la fonctionnalité de la réparation des tissus. Cortisol, nous n'avons pas de données très probantes, simplement une augmentation de 9,9 pour Nandi Durga. Nous voyons là encore en quoi l'animal tente de réduire son activité métabolique afin de ne pas augmenter de manière accentuée la température du corps. Donc ça, c'est un aspect important de notre dispositif. On a pu mesurer la température des différentes espèces, comme par exemple, cette image nous montre la différence de température sur le front et sur l'œil, qui sont des éléments importants. Et ça nous permet d'étudier le potentiel adaptatif de l'espèce. Et on a eu parfois du mal à séparer, à différencier, mais on voit quand même que l'espèce Bidri est quand même à une augmentation de 2 à 3 degrés, alors que Nandigri et Nandi Dougra a plus une augmentation de à peine 1 degré. Il y a moins d'augmentation de température chez la Nindugra que chez les Bidri. Et ce sont sur des zones qui sont très vitales pour l'animal. Alors ça, c'est la température du flanc. Et donc, on voit que sur les deux espèces, il y a une augmentation d'environ 2 degrés. Et ça, c'est pour la température des jambes avant, des pattes avant. Ce sont des aspects importants de l'anatomie de l'animal. Et donc, ça montre l'influence sur le corps de la température. Ce sont des éléments, des aspects très importants de l'animal qui permettent en fait à l'animal de réguler sa température. On s'attend à ce que l'espèce Bidri, qui est noire, ait une température assez importante. Et pourtant, ce n'est pas forcément le cas. L'espèce Bidri semble beaucoup mieux s'adapter. Alors, je vais maintenant rentrer dans les détails. Alors, on peut voir ici que la différence entre les espèces, on s'attend à ce qu'il y ait des variables, mais le scénario ici, c'est par rapport au traitement. L'aldostérone, la cortisol et l'hormone de croissance, et qui sont statistiquement insignifiantes dans les deux groupes des deux espèces. On a aussi programmé des analyses par jour et aussi la dernière colonne de traitement journalier qui montre seulement un changement au niveau du cortisol qui n'est pas très significatif, mais un peu de changement quand même. Alors, on a d'autres éléments comme l'insuline, leptine, ou une hormone similaire à l'insuline qui est dans la croissance, qui influe dans la croissance. Et donc, dans le traitement, on voit que ça n'a pas d'influence, pas de résultats significativement importants. De la même façon, on a la prolactine, le T3, le T4. Donc, encore une fois, indicateur non significatif pour l'étude. Il y a juste le T3 qui a eu effectivement une modification avec notamment le jour de traitement spécifique à l'espèce, qui nous a donc indiqué des biomarqueurs qu'il faut étudier pour cette adaptation. Alors, l'objectif numéro 4, c'est de comparer les différences dans les profils transcriptionnels entre des espèces dans une situation normale et dans des situations de stress de chaleur pour identifier les gènes thermotolérants. Et je dois dire que c'est une première avec ces espèces de chèvres, notamment avec les changements épigénétiques et l'approche métagénétique. Il y a un profil transcriptionnel
qui est intéressant. Ça nous permet donc d'identifier les gènes thermotolérants. C'est encore du coup le moment d'étudier ces éléments. Il nous faut donc plus de fonds pour continuer ces études, puisque j'aimerais euh, poursuivre et reconnaître les progrès. Il y a donc déjà 5 ans qui ont été écoulés sur ce projet. Le CIRAD nous a apporté un soutien très important et du coup, j'aimerais les en remercier. On a donc une approche transcriptomique du foie sur les espèces Bidri et Nandidougra pour évaluer le potentiel adaptatif. Le foie est un très bon indicateur biologique de leur adaptativité à la chaleur. Et également, la peau est intéressante. La peau et le foie sont vraiment très intéressants pour très bons indicateurs. Il y a une fonction adaptative très particulière. Et généralement, la peau est le premier élément indicateur. Alors, du point de vue du foie, donc on a un graphique en volcan qui nous montre des gènes significativement altérés, qu'on appelle BG. On peut voir que la couleur en gris, ce sont les gènes non altérés, et en bleu, ce sont ceux qui sont modifiés. On voit qu'il y a donc plus de variations dans l'espèce du coup qui est blanche que chez l'espèce Bidri qui est du coup noire. On a un graphique de distribution. Quels sont les gènes uniques qui s'expriment? On n'a pas étudié les gènes en commun puisque c'est des gènes qu'on s'attend à trouver chez toutes les espèces. Alors, voit donc les groupes Bidri Control. Donc voilà les différentes espèces. Ces lignes nous indiquent des gènes qui sont communes aux espèces et donc ça n'a pas forcément d'intérêt. On cherche uniquement des gènes spécifiques aux espèces. On peut voir donc les points individuels pour le Nandidruga. La différence entre l'espèce Nandidruga et groupe contrôle et groupe stress. Pareil pour le BC contre BHS, donc le Bidri contrôle et Bidri stress. De la même façon, sur les Nandidruga, on voit ici donc légèrement plus élevé en 151 que le 142 du Bidri. On voit donc dans les deux cas que le Bidri a un changement légèrement plus élevé que la Nandidruga. Dans les deux cas, on a donc des gènes altérés plus importants chez les Bidri que chez les Nandidruga. Dans les deux cas, donc, un gène modifié plus important chez les Bidri que chez les Nandidruga. On a donc différents gènes qui s'expriment. Alors, on a donc le chemin de Kegg. Ce sont donc des indicateurs de stress. En bleu, donc les gènes différentiels qui s'expriment. En C, le Nandidruga. Et en jaune, ce sont les deux espèces. On a donc une grosse signification du chemin métabolique. Les fonctions primaires de l'animal ici sont liées donc aux fonctions métaboliques. Et ici donc on a donc l'adhésion cellulaire des molécules et de façon prédominante dans tous les groupes on voit le chemin métabolique qui est de façon prédominante modifié. Alors c'est une expérimentation typique sur une espèce blanche, une espèce noire, et c'est une expérience première dans le genre qui me permet d'établir le potentiel adaptatif sur l'approche transcriptométrique basée sur du coup, la peau avec un protocole unique. Et on a fait ça depuis environ 8 mois avec cette technique particulière. Et donc, le docteur qui m'a accompagné dans cette étude a fait un travail fabuleux. Encore une fois, la partie blanche réagit de façon beaucoup plus importante que l'espèce noire. Et on pourrait s'attendre à ce que ce soit l'inverse, parce que du coup, l'espèce blanche est censée renvoyer les radiations solaires, alors que l'espèce Bidri, qui est du coup noire, attire, et pourtant c'est l'inverse. On a une claire différenciation des groupes avec un changement à 391 de l'espèce Nandruga. Et donc, on voit donc ce graphique qui décroît. Et alors, l'espèce blanche a une approche transcriptométrique de la peau qui est beaucoup plus importante que chez les Bidri qui sont donc noirs. Il y a donc une claire différence entre les deux espèces qui donc du coup montre qu'il y a un rôle assez important
de l'activation du transcript de la peau. Les deux ont une activation du transcript de la peau, qui sont donc une différenciation claire liée à l'espèce spécifique de la chèvre. Et du coup, on a une activation beaucoup plus importante chez l'espèce blanche que chez l'espèce noire. Alors, les gènes différents qui s'expriment de façon différente. Chez les bidris, c'est 474. Alors, les DEG revus à la hausse. Alors, on a donc où les gènes exprimés différentiellement revus à la baisse à 278 chez les bidris et le KEG chez les Nandriyuga, 61 et 73 chez les bidris. La quantité de KEG augmentée est de 18 chez les Nandriyuga alors qu'elle est de 6 chez les bidris et les KEG diminuant toujours à 18 chez les Nandriyuga alors qu'elle est à 61 chez les bidris. Et donc, on a une influence sur la qualité de la viande qui est assez importante chez les bidris de par la baisse de ces chiffres. Alors, il s'agit maintenant d'évaluer le potentiel adaptatif basé sur l'approche métagénomique du rumen, de la panse, avec un séquençage des gènes ARN V3, V4 dans le microbiote de la panse des caprins. C'est une approche innovante, première de son genre. On peut voir que c'est le top 10 des phylums des espèces. Ce sont donc les top 10 des différentes sortes de microbiotes et donc les variations. On a une abondance du phylum des espèces du coup microbiote de la panse et on voit que donc le bleu clair a une certaine variation, le vert en a beaucoup plus, le bleu en a peu, le rose en a beaucoup. On a donc une assez grosse variation chez les Nandriyuga, alors que la quantité reste relativement la même chez les bidris. Pour ce qui est du genre des microbiotes, alors d'abord on a travaillé sur le phylum, maintenant on passe sur le genre. La variation est assez importante dans le Nandriyuga soumis, le groupe NHS, Nandriyuga soumis à la chaleur, alors que chez les bidris, il y a aussi il y a une différence significative, mais elle n'était pas assez importante comparée avec le groupe contrôle comparé au Nandriyuga. De façon générale, forcément, c'est lié à la diversité. Mais la diversité était plus importante au stade de chaleur avec les Nandriyuga. Le top 10 des espèces dans les quatre groupes, dans les deux cas, on a une très grande variété de diversité, ce qui nous montre une variété assez importante au niveau du rumen, de la panse. On peut voir que le groupe de contrôle dans les deux est déjà différent et dans les groupes subis à l'étude, dans les deux cas, on a une grande différence avec le groupe de contrôle. Donc, ce sont des espèces de microbiotes trouvables dans la panse spécifiques à l'espèce. Alors ça, donc, je ne vais pas aller dans le détail, mais je voulais attirer l'attention sur les deux phylums dans les Nandriyuga, alors qu'il y a 52 genres différents toujours chez les Nandriyuga. Au niveau de l'espèce, il y en a 44. Donc deux phylums, 52 genres, 50 et 45 espèces, mais qui sont uniques dans l'espèce Nandriyuga. Tandis que chez les bidris, on a un phylum, on en a 18 dans le genre et 33 espèces différentes. L'espèce bidri ont donc une composition du microbiote de la panse qui est beaucoup moins diversifiée que chez les Nandriyuga. Encore une fois, pour le type d'audience, je ne vais pas aller dans le détail. On a donc un chemin du KEG au niveau 1 qui est beaucoup plus important chez les bidris que chez les Nandriyuga. Pareil chez le KEG-PAG le chemin du KEG niveau 2, plus important chez les Nandriyuga que chez les bidris. Idem pour l'analyse des gènes niveau 1. Et ça nous indique également une significative différence entre chez les bidris et les Nandriyuga. Donc les Nandriyuga ont un important changement de microbiote pour s'adapter au changement climatique. C'était l'analyse pour la panse. L'espèce bidri, voilà donc les différents processus cellulaires établis. On peut voir du coup un métabolisme relativement stable
dans les deux. Nous allons passer cette fois-ci au métagénomique cutané. Donc, cette approche métagénomique sur les données cutanées est vraiment un challenge, était un sacré challenge pour nous. Il nous a donc fallu séquencer et il nous a fallu énormément d'équipements de séquençage, notamment pour séquencer le microbiote cutané de nos individus, afin d'établir la taxinomie du microbiote cutané de nos groupes caprins. Donc, on voit ici les variations des séquençages au niveau du phylum, et les variations entre espèces, entre Nandi Durga et Bidri. Vous voyez ici sur la partie orange du groupe soumis au stress thermique, NHS et BHS. Également au niveau du genre, la taxinomie au niveau du genre, nous avons également des différences majeures entre les deux espèces, entre Nandi Durga et Midri. Mais vous voyez que le taux de variation est bien plus important sur les groupes soumis au stress que sur les groupes contrôle. Vous voyez ici que la diversité sur Nandi Durga est bien plus importante pour répondre au stress thermique et s'adapter. Même constat au niveau de l'espèce. Pour vous présenter les diagrammes comme je viens de le faire à l'instant également, donc sur le niveau phylum, au niveau genre et au niveau espèce. Vous voyez sur les données NHS que je viens de vous montrer, la comparaison entre 1, 45 et 44. Comparaison entre NHS et BHS, vous voyez que le 1 devient 19 et 20 pour les mêmes données comparées. Donc, au niveau du microbiote cutané, que l'espèce Bidri a gardé davantage de stabilité, a moins varié que la race Nandi Durga. Ici, c'est l'analyse au niveau Picrust. On a une meilleure activation sur l'échantillonnage, sur les groupes BHS et NHS. Et également sur l'analyse à partir de la base de données COG, on a une plus forte activation sur les deux groupes soumis au stress thermique. Sur la dernière partie que je vais aborder maintenant, sur l'épigénétique cutanée et les variations qui ont été constatées. Nous savons par principe que les races de bétail indigènes sont largement résilientes. Ici, plus précisément, nous voulions nous attacher précisément aux modifications épigénétiques dans la partie cutanée, au plus précis de manière très spécifique et en comparant donc les deux espèces à partir du séquençage bisulfite. Donc voici ici les différentes régions que nous avons étudiées sur le génome. MCPG, MCHG et MCHH. C'est donc différentes sections du génome où on partait du principe que les modifications allaient être apparentes. Vous voyez ici les différences entre hypométhylés et les régions hyperméthylées et en dessous les gènes méthylés. Donc, dans la région MCPG, vous voyez ici en nombre quantifié les réactions que nous avons constatées. Je vous résume ici sur la diapositive suivante les différences. Pour l'espèce Nandi Durga, 349 modifications pour les régions méthylées, 252 pour les gènes méthylés, et sur la race Bidri, on passe à 804 et à 563. Donc, on constate également que la race Nandi Durga était mieux adaptée, disons, ou en tout cas, elle a eu besoin de moins modifier son génome pour s'adapter au stress thermique. Des variations sont moins flagrantes, ce qui veut dire que Nandi Durga avait un potentiel d'adaptation plus fort de base que la race Bidri. Ce qui nous amène à dire que même au sein même des races indigènes que l'on soupçonnait déjà très résilientes pour ce type d'adaptation au stress thermique, il y a, au sein même de ces races indigènes, il y a des espèces qui sont bien plus adaptées et qui ont des capacités d'adaptation plus fortes. Donc, on va identifier et caractériser deux gènes qui ont été mis en œuvre sur l'adaptation. J'ai mis sur la gauche le protocole que nous avons adopté, l'isolation de l'ARN, la synthèse, l'amplification du codage, le séquençage et l'analyse de la séquence. Le gène donc étudié, c'est HSP70. Voici ici la caractérisation moléculaire de ce gène. On est à 1926 de protéines, 641 d'acides aminés. La localisation, c'était dans le cytoplasme. Le poids moléculaire était environ à 70. La diapositive suivante a fait l'objet d'un compte-rendu très
fournie et approfondie par l'un de mes élèves, un de mes stagiaires qui prépare une thèse. Donc, dans le cadre de notre projet Eclipse, nous avons pu aussi avoir bénéficié d'un stagiaire qui s'est vraiment attelé à cette tâche. Alors, on a différentes données sur les poids. Vous voyez d'un point de vue très général qu'il n'y a pas de grandes variations donc les résultats n'étaient pas très probants sur le plan statistique. On voit également ici les différentes réactions sur les composés qui n'appartiennent pas à la carcasse, à savoir les organes de l'animal. On voit également que les variations ont été très faibles pour les deux espèces. Je passe ensuite pour les différentes coupes des individus. Je pense notamment à la longe orable. Vous voyez ici le pourcentage de variation. Ici pour le groupe BIDRI qui était soumis au stress thermique. Et enfin, je reviens sur les 4 derniers points où les modifications n'ont pas été très probantes non plus. Alors, sur les mesures linéaires de la carcasse, on a la longueur donc, de la carcasse interne, les circonférences, la largeur des jambes, des pattes, les circonférences de la poitrine. Vous voyez ici les différentes mesures anatomiques et les différents aspects physiologiques, à savoir le pH, la force de cisaillement. Ici, pas de différence flagrante entre les deux espèces. Également sur les fonctions organoleptiques de la viande produite par les deux espèces. Sur l'apparence en tant que telle, aucun des attributs organoleptiques n'a montré de différence flagrante. Néanmoins, on note deux petites différences sur l'apparence et sur l'état global d'acceptabilité. Également, la variation de couleur, donc la clarté, la rougeur, l'aspect jaune, les nuances. Donc là encore, on n'a pas constaté de différence majeure entre les deux espèces. Alors voici un compte-rendu précis sur les gènes qui codent pour certaines fonctions vitales, avec complément alimentaire et sans complément. Nous avons ici repéré les modifications génétiques de différents gènes, HSP27, HSP70. Et vous voyez que certains gènes ont été mis en œuvre davantage, comme vous voyez sur la colonne rouge, en cas de stress thermique, notamment ici le gène qui est en œuvre pour la tendresse du muscle. Donc, vous voyez ici, dans le processus d'adaptation au stress thermique, la Nandi Durga a largement modifié son comportement génétique, je veux dire, pour améliorer la tendreté, la tendresse, je ne suis pas sûre, de ses muscles. Alors que pour l'espèce Bidri, l'adaptation a été moins flagrante. Sur le dernier schéma, vous voyez ici que Nandi Durga reste presque inchangé sur MSTN l'hormone. Là, à l'inverse, on se retrouve avec des grandes variations sur l'espèce Bidri. Nous avons donc sur l'analyse suivante de HSP40, on a peu de variations entre les deux espèces, mais une petite variation entre le groupe contrôlé et le groupe soumis au stress. Également, même constat pour CRYA. Et sur le dernier, vous voyez une différence flagrante entre Bidri. Le niveau de leptine a été bien plus saillant. Donc, les différences réelles ont été sur ces 4 diagrammes que je viens d'entourer. Vous voyez le même type de constat pour l'hormone de croissance. La différence entre Bidri et Nandi Durga a été plus flagrante. On voit ici que donc ce gène est surexprimé dans le cas de Bidri en condition de stress thermique. Il peut s'agir que l'animal met tout en œuvre pour compenser ce stress. Alors, vous voyez que donc la différence entre HSP27 par rapport à
notre gène CAPN2. Donc, pour garder là, une qualité de viande satisfaisante, Nandi Durga avait largement exprimé CAPN2, alors que pour la race Bidri, la qualité de la viande est largement compromise puisqu'elle n'a pas développé autant de modifications pour maintenir un niveau de qualité satisfaisant. On peut ici constater que pour la race Bidri, CAST sur l'hormone CAST a augmenté, a été surexprimé. Même résultat pour le dernier relevé ici. Donc, voici ici en résumé sur les caractéristiques et les aspects de la viande. Vous avez ici 9 aspects. Donc les caractéristiques de la carcasse, les composants non associés à la carcasse, les coupes, les mesures de la carcasse, les mesures linéaires, les caractéristiques physico-chimiques, les attributs organoleptiques, la couleur de la viande, le taux de graisse et l'expression des gènes. Donc, nos 9 caractéristiques sont regroupées ici avec un résumé pour la race Bidri. Notre dernier objectif était donc l'analyse des données exprimées, des données génétiques exprimées. On voit ici donc la fréquence d'hydratation, les changements comportementaux, les réactions du système immunitaire. Vous voyez ici les différents gènes qui ont été mis en œuvre. Donc IL-18, enfin, TLR2, TLR4, TLR8, IL2, IL6, IL10, IL18, TNF alpha, IFN bêta et IFN. Donc tous ces gènes qui ont été associés, des marqueurs associés au système immunitaire. Ici, les biomarqueurs qui ont été associés à la croissance, donc les hormones de croissance. Et enfin, les gènes qui ont été associés à la tolérance à la chaleur, la thermotolérance, donc HSF1, HSP27, HSP40, HSP60, HSP70, HSP90 et HSP110. Il y a d'autres gènes qui sont associés à la thermotolérance et ici, ils sont écrits juste à côté. Vous avez la liste complète. Les gènes associés codant pour la qualité de la viande. Donc, voici ce qu'on appelle des biomarqueurs. J'arrive aux aspects hormonaux et sanguins. Hémoglobine, cortisol, aldostérone, T3 et T4, donc étaient des biomarqueurs au niveau hormonal. Et enfin, les caractéristiques physiologiques, la fréquence respiratoire, la température rectale, la température cutanée, la fréquence d'allaitement. Donc, c'est cet ensemble de données qui nous a permis d'établir un profil d'adaptation. Sur la base de tous les facteurs que nous avons étudiés, on a constaté que la race d'Andidburga non seulement s'adaptait bien plus efficacement à une augmentation sévère de la température, mais a également réussi à maintenir sa production. Il est évident que certains aspects ont été altérés dus au stress thermique, notamment la croissance, certaines caractéristiques de la carcasse et certains aspects de la qualité de la viande. Ici, en résumé, vous voyez les différents aspects de 1 à 10, les différents aspects qui ont été étudiés et les réactions à l'adaptation au stress thermique. Et sur la gauche, vous avez la correspondance avec les pourcentages de variation pour chaque aspect. La réponse physiologique, vous voyez qu'on est à 100% en taux de réponse sur Nandi Durga, 80% pour Bidri par rapport à son adaptation au stress thermique. On a vu tout à l'heure que la réponse biochimique ou hormonale était quasi inexistante. Les réponses cellulaires et moléculaires au niveau de la transcription, on est à 14,2, c'est à peu près équivalent. Les métagénomes, on est à peu près sur le même taux de réponse. Pareil pour les analyses du transcriptome. L'épigénique, on a une petite différence entre Bidri et Nodi Durga. Enfin, sur la croissance, on est presque à une équivalence. En revanche, sur la production de la viande, vous voyez une véritable différence entre les deux espèces. On est à 10% sur Bidri, 5,7 sur Nandi Durga. Et sur la qualité de la viande, là, la différence est vraiment probante entre les deux. Donc, on peut comprendre et conclure que Nandi Durga était vraiment l'espèce de prédilection pour les conditions de stress thermique. Et enfin, je vous montre aussi le rapport qui a été établi par notre stagiaire qui était en train de préparer sa thèse à l'université. Également ici, la page de couverture de notre rapport technique final
dans le cadre du projet Eclipse. Et enfin, le dernier article que nous avons soumis, je vous présente également les derniers détails par rapport à la publication qui aura lieu dans une conférence. D'ici 6 mois, nous serons en mesure de publier l'ensemble de nos résultats et nos conclusions. Nous sommes ravis et nous remercions chaleureusement les personnes qui nous ont donné cette opportunité et puis les personnes encadrantes de ce projet Eclipse, Maëva, Emmanuel, Jean-Marc, Marie, Jeanne et Julia, et également, bien sûr, notre coordinateur ici en Inde, Dr. Reddy. Eh bien, merci beaucoup, Sejan, pour cette présentation très complète de résultats qui sont particulièrement intéressants. Je vous propose donc de passer à un temps d'échange. Ça ne sera pas bien long. L'idée est juste de revenir sur les différents points qu'a évoqué Sejan et s'il y a besoin de plus amples explications. Vos travaux sont particulièrement intéressants parce qu'ils mettent en avant deux races de chèvres qui ont des capacités d'adaptation particulièrement pointues, particulièrement utilisables. J'aurais aimé savoir dans quelle mesure aujourd'hui ce sont des races de chèvres qui existent dans les cheptels indiens. Est-ce qu'elles sont déjà largement utilisées ou est-ce que c'est vraiment des utilisations minoritaires et que vous avez réussi à mettre en avant? Un des mandats de mon centre d'études d'adaptativité des animaux, on a eu un mandat de regarder toutes les espèces indigènes. On a regardé 7 espèces différentes et ces espèces ont un rôle très important dans l'économie des fermiers locaux. Ils contribuent très largement à des fermiers qui ne peuvent se fournir en buffles. C'est donc une ressource de revenus très importante pour certains fermiers. La population est assez substantielle avec différents districts, que ce soit de Chittagong ou de 2 autres districts. Et ils ont donc un rôle important dans l'économie. Il y a des espèces plus mineures, mais ce sont donc 2 espèces assez récentes, développées assez récemment par des fermiers locaux, qui ont permis de doubler les revenus des fermiers et qui a donc aidé ces dernières années à développer des élevages thermorésistants et qui donc ont permis d'une bonne ressource de revenus pour les fermiers. Ce sont de très bonnes espèces. Les espèces donc ont été vraiment très importantes pour cette étude. Très bien, merci beaucoup de cette réponse. J'aimerais aller un peu plus loin avec vous sur un point qui sans doute intéressera notre audience parce que le but du projet Eclipse, c'est un projet de coopération qui est à travers l'océan Indien. Et j'aimerais votre avis sur ce que vous pensez de la transférabilité de ces espèces dans d'autres contextes de l'océan Indien. Je ne sais pas si vous êtes très au fait de cette capacité-là, mais quel est votre avis sur la possibilité de voir cette chèvre, ces 2 races de chèvres, s'implanter dans d'autres climats qui peuvent peut-être présenter d'autres particularités, mais qui vont tous plus ou moins être sujets à une hausse des températures suite au changement climatique? Ces genres de questions, il faut y songer. C'est pour ça que j'amène ces questions, car je suis un des experts du changement climatique lié des différentes espèces. Il faut choisir des zones, des espèces agroécologiquement adaptées aux environnements, des espèces qui peuvent survivre, puisqu'il y a une grande magnitude de variabilité par rapport à la production et la qualité de viande produite par les chèvres. Ce qui veut dire qu'on aura imposé des niveaux de stress très importants, d'où certains des graphiques. Et donc, ces 2 espèces, on a donc essayé plusieurs espèces, 3 espèces avec le Nandriyogadu. Il y a donc les 3 espèces qu'on a étudiées qui pouvaient donc survivre à quasiment n'importe quel environnement qu'on a testé. À La Réunion, on aimerait effectivement, on pense que si effectivement l'espèce Nandidroga était envoyée à La Réunion, elle serait capable de s'adapter tout en maintenant un niveau de production assez important. Et les fermiers de Karnataka, avec les 2 espèces,
alors que les fermiers de Tarmeduga avaient plus de mal avec d'autres espèces. Il y a donc un coût moins important aussi avec ces deux espèces. D'accord. Ben, merci beaucoup de ces précisions. C'est toujours intéressant de voir ce travail-là comme étant un travail aussi qui est un travail transrégional, hein, qui touche théoriquement tout l'océan Indien. À titre de l'équipe Eclipse, on vous remercie beaucoup de tels résultats qui sont quand même plus qu'intéressants et on espère voir vos publications trouver le succès qu'elles méritent. J'ai une question assez détaillée sur la microbiologie bactérienne que vous avez étudiée. Donc, de votre point de vue, Seijan, entre ces deux espèces, selon vous, comment on pourrait, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour améliorer encore l'adaptation et sur le plan microgénomique, comment peut-on améliorer ces capacités d'adaptation? Je dois préciser que Shashank est un chercheur qui a participé à notre projet, notre chercheur adjoint. C'est une excellente question, mais pour ce premier rapport, nous avons mis en corrélation les microbes du rumen avec la capacité d'adaptation et de réaction. Nous avons donc mis en comparaison l'échelle métagénomique et l'échelle génomique du rumen. Selon nous, le postulat de base, c'est que si une espèce est étiquetée comme résiliente, il lui faut une grande diversité de réactions microgénomiques. Il nous faudrait davantage de subventions pour pouvoir mener cette étude de manière encore plus approfondie pour savoir comment les variations au niveau du rumen et du microbiote permettent à l'animal de maintenir sa production de viande et de maintenir la qualité de la viande. Cette corrélation entre le niveau microbiologique et le niveau production de viande nécessiterait davantage d'études et d'analyses. Merci pour cette question. Nous en avons une deuxième. Donc, je m'appelle Silpa, je travaille en Allemagne. Je suis vraiment impressionnée par cette étude et des résultats aussi probants. Nous avons travaillé sur le même type d'études de mon côté et j'ai pu constater que donc, les différentes techniques que vous avez utilisées sont très utiles pour mener à bien des études approfondies. Mais j'ai une question sur le plan, sur le terrain, pour les agriculteurs. Est-ce qu'on peut utiliser ce même type de biomarqueur pour améliorer la relation avec le bétail, enfin en tout cas améliorer le travail avec le bétail? Alors nous avons établi un partenariat avec une université allemande justement, plus ou moins associée au projet Eclipse. Nous avons étudié ce procédé de stabilisation avec Silpa, qui est venu sur le terrain pour nous aider à comment opérer ce type d'études au niveau opérationnel sur le terrain. Donc, merci Silpa d'avoir posé cette question maintenant. Alors, nous avons utilisé une méthode très précise, très technique à partir de, vous voyez, quand on a fait le diagramme avec les nuages de points, pour obtenir les courbes de volcans. On a utilisé un petit bout de papier qu'on a utilisé ensuite pour faire les mesures sur la peau de l'animal. Ensuite, on on paramètre le logiciel pour que chaque petite mesure sur un papier nous donne ce nuage de points. Et ensuite, si on poursuit l'analyse et le séquençage, on peut obtenir les gènes exprimés. Et à partir de ces données-là, on peut normaliser les données et établir une chaîne de raisonnement très approfondie. En revanche, si on doit adapter ce type d'études sur le plan opérationnel auprès des agriculteurs, je crains que ce sera difficilement réalisable puisque ça demande non seulement un investissement matériel, mais aussi financier assez conséquent. Si on utilise un papier ordinaire et simplement pour faire le relevé de mesure, utiliser un bout de papier standard et puis opérer le même processus, je ne suis pas sûre qu'on arriverait à des résultats aussi significatifs. Il serait certainement possible d'utiliser une méthode moins approfondie, moins pointue, mais en tout cas, la technique que nous avons mis en œuvre est difficilement réplicable sur le terrain. Ici, par exemple, on avait utilisé un papier pour mesurer le pH et identifier des biomarqueurs. On pourrait peut-être d'ici une vingtaine d'années utiliser ce type de technologie sur site, sur les exploitations,
si finalement elles sont facilitées et puis rendues accessibles aux agriculteurs et moins techniques, moins coûteuses. J'ai une autre question vraiment par curiosité. Vous avez donc constaté en conclusion que Nandi Durga, la race blanche, était plus adaptable et plus résiliente. Est-ce que vous pensez que la couleur de l'animal a eu un impact dans ce résultat? Alors c'est marrant, c'est une question assez intéressante parce que de manière très courante, on a tendance à penser que le blanc reflète la lumière du soleil et ça peut être un avantage pour justement s'adapter dans conditions de stress thermique. Mais il est finalement constaté que dans un large nombre de bétail et d'individus, les analyses qu'on a menées nous prouvent que les animaux à peau claire sont finalement plus résistants, plus adaptables. Néanmoins, le bétail à peau foncée, et notamment notre race Bidri, peut être tout à fait adaptable à certains environnements en fonction de vraiment des caractéristiques météorologiques d'autres pays. Mais ici, ce qu'on a conclu, c'est que dans les pays tropicaux, la race blanche ou les espèces blanches peuvent être vraiment très précisément adaptées à certaines zones géographiques tropicales. Potentiellement, il nous faudrait mener encore davantage de mesures tangibles sur les différentes espèces à peau claire ou à peau foncée. Mais là, aujourd'hui, je peux avancer que les espèces à peau claire sont bien plus adaptées dans certains climats tropicaux. Mais en tout cas, Cédriane, je reviens sur votre présentation et sur les questions auxquelles vous avez répondu qui étaient particulièrement intéressantes. De la part de l'équipe Eclipse, on est ravis d'avoir pu travailler avec vous. On est ravis des résultats que vous nous avez amenés. Et ça a toujours été particulièrement facile de collaborer avec le NIAMP et avec votre équipe. Donc, on est vraiment tous très contents d'avoir pu compter un élément si comment dire, efficace d'ailleurs dans le projet Eclipse. Nous allons pouvoir bientôt clôturer. Donc, encore une fois, je vous remercie pour cette présentation. Je remercie aussi très chaleureusement Pauline et Émeric pour leur traduction en temps réel. Ce sont des sujets complexes et ils y arrivent particulièrement bien. Merci encore à tous d'être venus et je vous souhaite à tous une excellente journée.